Alors comme ça, on est dépressif à 25 ans, on fait un burn-out, on pleure en lisant ses mails, on angoisse pour une story Insta et on se réveille la nuit à cause d'un DM non lu. Bienvenue dans le club. Il y a des jours comme ça où je me réveille et je me dis putain, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Genre encore une journée et je sais absolument pas ce que je fous ici. Et quand je dis ici, c'est aussi bien dans mon appartement que chez mes parents ou dans le métro, dans une rue, dans un travail, dans le monde, sur la planète. Parfois, je me réveille et j'ai l'impression de souffrir d'Alzheimer. Genre, je sais plus rien de rien. Enfin, je mens. Je sais une chose, je sais dans ces moments-là que ça va pas du tout. C'est gros en vrai de réussir à dire que ça va pas. Parfois, je me dis qu'au contraire, c'est un signe de bonne santé et d'équilibre d'être en mesure de dire que ça va pas. D'être en mesure de regarder le monde tel qu'il est, genre tel qu'il est vraiment, et en être profondément dégoûté. Si t'es pas dégoûté de toutes les agressions, toute la violence qu'il y a dans le monde, est-ce que tu vois vraiment le monde tel qu'il est ? Bon, je m'en vais dans des réflexions un peu philosophiques, mais tout ça, ça tourne bien autour d'un sujet qui est la santé mentale. En colère. Mais alors, ce problème de santé mentale, il vient d'où ? Moi, la première fois que je me suis dit « Meuf, t'as un pet au casque, fais-toi soigner », j'avais 14 ans. Je subissais du harcèlement au collège, comme beaucoup de gens. Paix sur vous, hein, je pense fort à vous. Et à un moment donné, je me suis dit « Franchement, c'est ciao, j'arrête. J'aime pas ce jeu bizarre auquel je joue, j'aime pas être ici. » Pour la faire simple, je me faisais emmerder par des mecs. Je crois que c'était le début d'une phase dépressive en tant qu'adolescente, non diagnostiquée à l'époque. Mais maintenant, je m'y connais un petit peu dans le milieu, voilà, la dépression, tout ça, c'est une très bonne amie. Wouhou! Mais en réalité, ça commence pas à 14 ans. Cette capacité à ressentir les choses, ce phénomène de se sentir vraiment triste ou parfois vide, c'est quelque chose qu'on nous apprend bizarrement dès l'enfance. Les petites filles sont quand même conditionnées à faire attention aux autres, à développer une empathie à toute épreuve et une compassion hors norme, à capter l'humeur dans une pièce, à anticiper les besoins des autres. Tout ça, ça crée quand même un terreau parfait pour être hyper affecté par les choses de la vie, ressentir des émotions très fortement, et aussi le fameux complexe de l'infirmière, celui qui nous pousse à croire que aimer, c'est soigner, que notre rôle, c'est de réparer les autres, souvent au détriment de soi, et à accueillir très personnellement la souffrance. Résultat, il y a des générations de femmes qui s'épuisent à deviner ce que les autres ressentent pendant qu'on apprend aux petits garçons à ignorer leurs émotions à eux. La psychiatrie, pendant des siècles, ça a été un instrument de contrôle social. Je vais parler à la fois des femmes et des hommes, mais je vais commencer par les femmes parce qu'elles ont été les premières ciblées. Dès l'Antiquité, les émotions, surtout féminines, sont perçues comme des désordres. On pense que les femmes deviennent folles, littéralement, à cause de leur utérus. Genre vraiment. En fait, les médecins grecs croyaient que l'utérus pouvait, préparez-vous, se balader dans le corps, comme une... bloquer la respiration, provoquer des crises d'angoisse ou des hallucinations et vraiment affecter le cerveau. En gros, il vient bloquer la circulation du cerveau. Vraiment, ils ont été pris au sérieux. Moi, aujourd'hui, il y a un mec qui me dit « Mais si, je vais pas bien, c'est parce qu'il y a mon tibia qui se balade dans mon dos. » Oui, c'est ça. C'est ça, vous allez très très bien, monsieur, c'est très bien. Et du coup, on appelait ça l'hystérie, du grec hystéra, qui veut dire utérus. Quand on dit qu'une femme est hystérique, c'est parce que son utérus se trimballe à quatre pattes comme une sorte de souris qui tourne dans une roue et qui se balade à travers le corps de la femme. Pour lutter contre l'hystérie de la femme, on les saignait, on les enfermait et on les opérait. Voilà, parfois on leur retirait l'utérus pour les calmer. Mais oui! Calmez-moi en m'enlevant mes organes, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est la bonne solution. Alors, est-ce que c'est barbare ? Oui, mais finalement pas si lointain. Parce que ça a commencé certes dans l'Antiquité, mais ça a duré pendant des siècles, cette conception de la femme hystérique à cause de son utérus. Au 19e siècle, c'est le grand moment des internements. Il y a la loi de 1838 sous Louis-Philippe qui crée les premiers asiles d'État. En gros, c'est des lieux de relégation pour les fous, entre guillemets, rebaptisés aliénés, entre guillemets, puis malades mentaux, entre guillemets, et on y enferme les personnes réellement malades. Non ! Enfin, si, pour l'époque, elles étaient malades, en fait, on enfermait les épouses insoumises. Les filles trop nerveuses, les veuves trop tristes, mais c'est vrai, hein. La folie devenait un outil de contrôle genré, c'est-à-dire qu'une femme qui était trop bruyante, trop libre, paraissait avoir des mœurs un peu particulières, trop vivantes, elle devient dérangée. J'en parle d'ailleurs, ce concept-là s'est aussi beaucoup développé dans le passé avec la chasse aux sorcières. Et les hommes détiennent le savoir médical à cette époque-là, donc quand une femme craque, entre guillemets, c'est forcément lié à ses nerfs et à son corps, du coup elle est malade, voilà. La loi permettait d'interner quelqu'un sans réel contrôle.
Donc pourquoi j'ai parlé par exemple d'épouses insoumises? Parce que souvent elles étaient internées à la demande d'un mari ou d'un père, parce que l'homme sait, oui! Et il faudra attendre la fin du XXe siècle pour commencer à remettre en question ces pratiques. Bon, la réalité, c'est que jusque dans les années 60-70, les femmes dépressives ont souvent été traitées par des bonnes années de thérapie, non, par des électrochocs, yay! Ou alors elles étaient bourrées de calmants. Autant dire que depuis toujours, on a tendance à expliquer la souffrance des femmes par leur corps, un corps supposé capricieux, instable, donc suspect, et souvent régi par des hormones et un utérus qui est complètement fou. Mais même aujourd'hui, dans certains pays, il suffit qu'une femme sorte du cadre pour qu'on la considère mentalement instable. Genre, les pays comme l'Iran, l'Afghanistan, tout ça. Imagine une femme qui parle en Afghanistan, c'est illégal. Mais bon, aujourd'hui, la thérapie s'est développée, en tout cas dans la plupart des pays. Si les électrochocs étaient encore là, moi je serais quand même bien dans la merde compte tenu des litres de larmes que je laisse couler chaque semaine contre la vitre sale d'un bus ou d'un métro. Voilà, donc il y a de la thérapie, c'est cool, mais en attendant, les douleurs des femmes sont toujours moins bien prises en charge et sont souvent considérées comme hormonales. Et dans le doute, on prescrit beaucoup d'anxiolytiques. Les femmes sont souvent surmédicalisées, c'est un peu par défaut, quoi. C'est ce que les sociologues appellent d'ailleurs le biais endocentrique. Et là, je vais parler de maladies physiques, mais par exemple, si t'as du SOPK, de l'endométriose, des douleurs chroniques, c'est bien connu mais madame, c'est dans votre tête, peut-être vous avez vos règles, je sais pas. Ouais, moi j'ai déjà raconté avoir eu des douleurs dans le bas du ventre. Un médecin m'a demandé, et je cite, à moi la patiente, il m'a dit « Madame, est-ce que vous faites une grossesse extra-utérine ?» Monsieur, c'est à vous de me le dire, c'est vous le médecin. Bref, j'ai eu un mois un peu d'errance médicale, j'ai cru que j'allais mourir, et finalement c'est une femme qui m'a diagnostiqué une sorte de déchirement musculaire dans le dos. Ça n'avait rien à voir, mais c'était lié. Tous les autres médecins que j'avais vus, qui étaient principalement des hommes, avaient pointé mes ovaires, avec pour seul traitement une crème. Et généralement, ce manque de considération du corps féminin, ce manque de connaissance du corps féminin, ça peut lier à beaucoup d'anxiété et du coup, une santé mentale beaucoup plus fragile. Pendant ce temps, qu'en est-il des hommes? Parce que c'est aussi un gros sujet, la santé mentale chez les hommes. Dès l'enfance, contrairement aux filles qui apprennent à exprimer ce qu'elles ressentent, eux, ils apprennent à refouler toute forme d'émotion au risque de perdre leur pénis. Pas littéralement, mais presque. Pleurer, c'est perdre en virilité. Et perdre en virilité, c'est perdre en valeur, c'est perdre son utilité dans la société, c'est perdre sa place, c'est perdre sa domination. Résultat, ils développent des manières de compenser, parce qu'en soi, il faut exprimer ses émotions. Ils sombrent souvent aussi dans un silence total, ou développent parfois des comportements violents. Et c'est aussi ça, la masculinité toxique. Parfois, il y a des cercles d'hommes qui s'apprennent entre eux à taire leurs émotions, au risque d'être exclus du groupe dont ils font partie. Parfois, la seule issue pour ces hommes-là, ça devient le suicide. Statistiquement, les femmes font plus de tentatives de suicide que les hommes, mais les hommes meurent beaucoup plus des tentatives de suicide en question. C'est-à-dire qu'ils mettent en place des moyens qui sont beaucoup plus drastiques pour mourir, et ça pointe du doigt aussi un réel problème qui est cette incapacité qu'ont beaucoup d'hommes à demander de l'aide. Donc voilà ce que c'est un système patriarcal, c'est une merde en boîte qui fait finalement à la fois mal aux femmes et mal aux hommes. Quand on regarde de plus près, voilà ce qu'on voit. Les troubles psychiatriques lourds, comme par exemple la schizophrénie, touchent autant d'hommes que de femmes. Mais pour d'autres troubles, il y a une tendance qui est claire. En 2019, 12% des femmes souffraient de dépression contre 9% des hommes, d'après un rapport de l'INSEE. Il y a une statistique qui est globalement similaire pour l'anxiété, qui est majoritairement présente chez les femmes que chez les hommes. Je me demande, est-ce que, là j'ai pas de réponse, est-ce que c'est réellement une preuve que les femmes souffrent plus de ces maladies, ou c'est une preuve que les femmes se font plus diagnostiquer de ces maladies-là? Parce que les hommes, puisqu'ils parlent peu de leur anxiété et qu'ils parlent peu de leur dépression, forcément ils sont moins présents dans les sondages. Ensuite, il y a d'autres formes de dépression qui touchent les femmes, la dépression postpartum qui touche 16,7% des mères, d'après un rapport de Santé publique France en 2021. Mais en même temps, quand une femme donne naissance à un bébé, vous savez ce qui se passe? Elles perdent, pour la plupart, leur rôle de femme. Elles deviennent des mères, c'est tout. Et être mère, c'est censé être une source de joie. Donc, quand t'as juste envie de chialer dans ton lit parce que t'es KO, t'as un corps qui est explosé, t'as éjecté un gamin qui pesait 3 kilos de ton vagin, t'as un bébé qui pleure, aucune libido, t'as besoin de faire la bouffe et de changer les couches et ton mari il est pas là ou peut-être qu'il est pas aussi investi que toi, franchement tu culpabilises. Et t'as pas le droit en plus d'aller mal. Parce que t'es maman maintenant, alors faut assumer.
il y a aussi énormément de charge mentale. Et c'était le lien que je voulais faire avec la hausse de l'anxiété chez les femmes. Il y a de la charge mentale dans presque toutes les zones de nos vies. Il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est la charge mentale domestique. Et notamment cette supposition que les femmes sont plus aptes à prendre soin d'un foyer. Finalement, c'est un peu leur rôle. Même dans les foyers qu'on a maintenant, nos mères font généralement bien plus que nos pères. En partant du principe que le père est présent, déjà. Heureusement, on vit quand même dans une société plus égalitaire, on n'est pas dans les années 50, il y a une répartition qui avance, ça avance. Donc, les pères travaillent, et à côté, les mères travaillent, puis elles font les courses et la cuisine, elles changent les couches, elles font le shopping pour les enfants, et parfois même pour leur mari, elles passent la serpillière, elles nettoient le linge, elles rangent le linge, elles vont chercher les enfants à l'école, elles donnent le bain aux enfants, elles vont au conseil parents-professeurs, elles préparent les rendez-vous chez le médecin, les rendez-vous chez le dentiste, emmènent les enfants au cours de danse, au cours de foot, signent les papiers pour les sorties scolaires, font les goûters, font quasiment toute l'éducation, et puis elles doivent prendre soin d'elles, porter la charge mentale pour la pilule, prendre soin de leur corps, s'épiler, et prendre soin de l'entente avec le mari, avoir la libido, etc., etc., etc. Wouhou! Vous me direz, encore une fois, j'aime bien quand même apporter une certaine nuance, les pères aident parfois les femmes dans ce travail de longue haleine quotidien. Le mot aide, je ne l'ai pas utilisé par hasard, je l'utilise parce que c'est un mot que j'entends souvent. Tiens, je vais t'aider. Ça suppose que l'homme a la bonté de venir apporter son soutien, que l'homme vient nous faciliter la tâche, comme si cette tâche nous appartenait. Tu n'as pas à m'aider. Cette tâche, elle appartient au couple. Tu as à participer. On a besoin de quelqu'un qui est également engagé à supporter 50% de la charge mentale qui est censée lui revenir. Moi, quand je pense à ma famille, quand même, mon père est plutôt engagé, machin, il fait la cuisine, souvent c'est lui qui fait la vaisselle et tout, donc ça c'est cool. Mais voilà, parfois ils ont des tâches qui sont vraiment spécifiques aux hommes. C'est sortir les poubelles, s'occuper du jardin, tailler les haies, tondre la pelouse, tout ça. Et j'ai lu d'ailleurs une chose qui est hyper intéressante dans le livre Fed Up de Gemma Hartley, et elle explique que rentrer à la maison pour un père de famille, c'est souvent synonyme de repos, alors que pour une mère de famille, c'est souvent synonyme de plus de travail et de fatigue, souvent de souffrance psychologique. Bon, là où on voit aussi une différence flagrante, c'est lorsqu'on compare les méthodes utilisées par les hommes et les femmes pour aller mieux. Si les femmes vivent un grand nombre de préjudices, de souffrances, de discriminations, on a une chose au moins qui nous sauve un minimum, c'est notre capacité, pas naturelle cependant, ce n'est pas naturel, mais c'est une capacité qu'on nous apprend à développer dès l'enfance, comme je l'ai dit, c'est celle qui consiste à exprimer ses émotions. On est plus apte à aller en thérapie, à dire qu'on a besoin d'aide, à dire que ça va pas, à pleurer, à extérioriser ce qu'on ressent au lieu de tout garder en nous, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, pour les hommes, qui ont aussi un lot de problèmes, de préjudices et de souffrances, apprennent, comme je l'ai dit, à contenir les émotions. Aujourd'hui, il y a des hommes assez consciencieux pour aller demander de l'aide, discuter avec un thérapeute, pour discuter de leurs problèmes avec leurs potes, ou leur famille, ou leurs compagnes, leurs partenaires. Il y a de plus en plus de communautés d'hommes qui sont plus ouverts. Ils peuvent trouver un exutoire sain, comme le sport, par exemple. Ou, et ça on le trouve moins chez les femmes, les addictions, donc clope, alcool, drogue, et les comportements violents, envers eux-mêmes ou envers les autres, souvent les femmes. Yay! En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Un homme qui ne sait pas gérer ses émotions, qui ne peut pas pleurer, qui ne sait pas dire « je suis énervé, je suis angoissé, j'ai peur », a plus de probabilité d'aller cogner la personne qui est en face. Parce que cogner, c'est une manière de reprendre le contrôle et au moins de ne plus se sentir comme une fillette, entre guillemets, parce qu'ils retrouvent dans la violence une domination et un contrôle qu'ils ont perdu sur leurs propres émotions. Quand j'ai dit fillette, entre guillemets, encore une fois, je ne l'ai pas dit pour rien, parce que les hommes, et même parfois les femmes, jugent beaucoup les autres hommes dès qu'il y a une émotion. Ah, t'es une fillette, t'es une tapette, voilà. J'en parle aussi dans l'épisode 1. Et guess what? En 2016, en France, 19% des femmes admettaient aussi qu'elles avaient vécu une agression sexuelle, contre 5% chez les hommes. Pourquoi je dis ça? Comme la plupart des agressions sont faites par des mecs, vous imaginez que quand un type agresse quelqu'un, soit parce qu'il le veut et que c'est juste un gros con, soit parce qu'il a des troubles psychiques, dans tous les cas, ça a des conséquences psychologiques à long terme sur la victime qui est souvent une femme. Donc, ça cause de la dépression, des troubles de l'anxiété, des stress post-traumatiques, etc., etc. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Donc ce double mouvement, c'est-à-dire l'invisibilisation de la souffrance masculine et la suspicion autour de celle des femmes, crée un système où tout le monde est perdant. Ce qu'on appelle le patriarcat.
Les femmes sont écoutées mais rarement crues. Les hommes sont crus solides mais jamais vraiment écoutés. Et on en vient à un truc absurde, une société ultra médicalisée et pourtant ultra stéréotypée qui en réalité ne sait toujours pas écouter la souffrance. Et ça, vous connaissez la chanson, ça me met très en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!